Accompagnée par une poignée de fidèles, une fugitive de 25 ans débarque en fin de journée sur une plage du nord de l'Angleterre. Cette jeune femme, au destin déjà tragique, laisse derrière elle un fils et un royaume, sans savoir si elle pourra jamais les retrouver. Cette exilée qui n'a plus rien à perdre, c'est Mary Stuart, la reine d'Écosse. Un personnage historique incroyablement romanesque, devenu un véritable mythe grâce à la littérature et au cinéma. 450 ans après sa mort, la voix de Mary Stuart surgit du passé, à travers une fascinante découverte. Des dizaines de lettres codées que personne n'avait jusque-là réussi à décrypter. Comment ces documents inédits ont-ils été retrouvés? Qui sont les casseurs de codes qui sont parvenus à les déchiffrer? Et surtout, que contient cette mystérieuse correspondance cryptée? Rédigée durant sa longue captivité en Angleterre, à la fin du XVIe siècle, ces lettres codées éclairent une période méconnue de la vie de Mary Stuart. Elles racontent le quotidien d'une prisonnière qui lutte pour retrouver sa liberté et révèlent les ultimes stratégies de celle qu'on a longtemps surnommée la Reine maudite. Astrophysicien de formation, Satoshi Tomokiyo partage son quotidien entre Tokyo et Yokohama. Depuis l'enfance, il est passionné par la cryptographie et par tout ce qui touche à l'histoire, à l'écriture et à la résolution des codes secrets. Le décryptage des codes secrets est vraiment quelque chose de fascinant. C'est comme résoudre un puzzle, où petit à petit, un texte incompréhensible fait sens. C'est un processus très intéressant. Pour alimenter sa passion, Satoshi explore en permanence les archives numérisées des grandes institutions européennes, en quête de documents chiffrés inédits. Un jour, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux codes secrets oubliés dans les archives mondiales. Alors, j'ai décidé de partager mes découvertes via un site web que j'ai baptisé ensuite Cryptiana. Cryptiana, le site internet de Satoshi, consacre une page spéciale aux codes secrets historiques qui n'ont jamais été décryptés. En mars 2021, tandis qu'il consulte les archives en ligne de la Bibliothèque nationale de France, le Japonais tombe sur un recueil de documents qui rassemble, parmi d'autres manuscrits, une vingtaine de lettres codées. Cette fois, les documents codés ne contenaient aucune information sur leur auteur, ni sur la date de rédaction. Tout était entièrement écrit en code. Pour le décrypter, il fallait d'abord savoir dans quelle langue le texte était rédigé. Parmi les autres documents du même recueil, il y avait une lettre en italien du début du XVIe siècle. Alors j'ai pensé que le code était en italien. En voyant ce code pour la première fois, il ne m'a pas du tout semblé exceptionnel. C'était simplement un nouveau code à décrypter parmi d'autres. Satoshi partage l'adresse du mystérieux recueil sur son propre site internet. Loin de se douter qu'il vient de retrouver, par le plus grand des hasards, une correspondance que les historiens pensaient perdue
à jamais. Lorsqu'elle arrive en Angleterre en mai 1568, Marie Stuart ne se doute pas du piège qui l'attend. Contrainte de fuir son royaume, la reine d'Écosse, qui n'a que 25 ans, vient de vivre les années les plus sombres de son existence. Une succession de meurtres barbares et de trahisons qui vont fonder plus tard le mythe Marie Stuart. La vie de Marie Stuart, dès sa naissance, est étroitement liée aux idées de propagande. Dès sa venue au monde et de plus en plus au fur et à mesure qu'elle grandit, les gens racontent des histoires sur Marie. Ses adversaires veulent la dépeindre comme une femme adultère, une meurtrière, une mauvaise femme, une mauvaise mère et une mauvaise reine. Alors que ses partisans la décrivent comme la reine parfaite, la meilleure reine que nous ayons jamais eue. Une femme qui a été extrêmement maltraitée par ses sujets. Seule héritière au trône d'Écosse, Marie Stuart est couronnée quelques jours après sa naissance, le 8 décembre 1542. Descendante des Tudors par sa grand-mère paternelle et née d'une mère française, Marie devient, dès son plus jeune âge, l'enjeu d'une alliance monarchique que l'Angleterre, désormais protestante, voudrait imposer à l'Écosse, royaume catholique. Au départ, elle est juste une femme issue d'une lignée incroyablement prestigieuse et donc forcément un objet de négociation. C'est son destin. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le contexte européen, à l'époque, nul ne peut dire si l'Europe va rester catholique ou devenir protestante. Et donc, chaque possibilité qu'un pays bascule d'un côté ou de l'autre est perçue par un camp ou par l'autre comme un signe positif ou négatif de l'avenir du continent. Depuis le milieu du XVIe siècle, l'Europe est en effet déchirée par la réforme protestante venue d'Allemagne. Une révolution religieuse qui exacerbe les tensions entre les différentes puissances. Les conséquences politiques de cette révolution ont toujours influencé le destin de Marie, jusqu'à cet épisode tragique où, parce qu'elle est catholique, des nobles protestants la chassent de son royaume. En 1567, un groupe de nobles se rebelle contre Marie. Ils lui confisquent sa couronne et intronisent son jeune fils, le prince James, au rang de nouveau roi, James VI. Elle est forcée de signer un document disant « Je suis faible, je suis fatiguée, je suis une femme, je n'ai jamais vraiment voulu être reine de toute façon. » Ils utilisent donc son sexe contre elle. Elle est terrifiée et forcée de renoncer à son royaume. Ses partisans lui proposent plusieurs endroits en Écosse, mais elle craint qu'aucun d'entre eux ne soit suffisamment sûr. Alors elle décide de se rendre en Angleterre. Victime d'un véritable coup d'État, Marie Stuart vient chercher le soutien de sa cousine protestante, la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Elle sait que la reine Élisabeth n'a pas apprécié ce qui s'est passé lorsqu'elle a été destituée. Ces femmes sont toutes deux des reines. Elles sont de la même famille. Elles sont de sang royal et ont toutes deux un sens très fort de ce qu'elles sont en tant que monarques. Mais que se passerait-il si un groupe de rebelles en Angleterre s'inspirait de tout ce qui s'est passé en Écosse? S'ils estimaient que c'est normal de se rebeller contre son souverain, ça pourrait être tentant, comme une maladie politique qui commencerait à contaminer toute l'Europe. Lorsque Marie écrit à Élisabeth, c'est pour lui dire « Nous sommes toutes les deux des monarques, nous croyons toutes les deux à l'autorité divine, et c'est pourquoi vous devez m'aider. » En vertu de cette solidarité monarchique, Marie espère qu'Élisabeth va l'accueillir et la protéger. Impatiente d'être reçue par sa cousine, elle lui écrit dès son arrivée. Sans vous faire le récit de tous mes malheurs, puisqu'ils doivent vous être connus, je vous dirai que ceux d'entre tous mes sujets, à qui j'avais fait le plus de bien, m'ont entièrement chassée de mon royaume et réduite en tel état qu'après Dieu,
Je n'ai plus d'autre espérance qu'en vous. À peine affichés sur son site internet, les documents trouvés par Satoshi excitent la curiosité d'un membre actif de la communauté des Codebreakers. Georges Lasry, un ingénieur en informatique qui vit à Tel Aviv, à quelques 12 000 km de Tokyo. J'ai commencé à m'intéresser au code secret par hasard, il y a une dizaine d'années. À un certain moment, j'étais au chômage. Et je devais trouver du travail. Alors pour m'occuper, j'ai décidé de me remettre un peu à la programmation. Et j'ai commencé à résoudre des problèmes de code secret. Et petit à petit, c'est devenu carrément obsessionnel. Et finalement, en cassant des codes, j'ai obtenu un travail très intéressant dans une bonne société. Je suis très content d'avoir eu cette occasion d'être au chômage et de commencer à travailler sur des codes. Même si Georges n'a plus rien à prouver, il garde l'esprit de compétition. Trop fier de trôner au sommet du classement de Mystery Twister, un site internet où des casseurs de code amateurs rivalisent d'ingéniosité et de rapidité pour résoudre ce type de casse-tête. Casser des codes secrets, c'est une intersection de 3 domaines qui chacun me passionne énormément. L'histoire, les codes secrets historiques. Chaque fois que je veux casser un code, je m'intéresse aussi au contexte historique. Deuxièmement, le monde du renseignement, l'espionnage, comment on se servait des codes, comment on les cassait surtout. Et le troisième domaine, c'est l'informatique, les algorithmes avancés qui sont indispensables pour casser des codes assez avancés. L'énigme proposée par Satoshi ne peut pas échapper au palmarès de Georges. L'informaticien doit absolument être le premier à la résoudre. C'est l'occasion de tester le nouveau logiciel qu'il vient d'inventer et qui met à profit la puissance de calcul des algorithmes. C'est un logiciel en fait qui est vraiment dédié au déchiffrement de codes historiques et qui permet non seulement la saisie numérique, mais aussi la cryptanalyse. À l'époque, il n'y avait pas d'outils comme ça, j'ai dû le développer moi-même. En misant sur la piste italienne que suggère la notice des documents, Georges se lance dans une première tentative de décryptage. La notice de la BNF indique que ce sont des documents de la première moitié du XVIe siècle qui sont reliés aux affaires italiennes. Alors ma première hypothèse, casser ce code en assumant que c'est un texte en italien. Et en général, la plupart du temps, quand il y a un document avec un code secret, l'entête est en clair, la signature est en clair, il y a une date aussi. Dans ce cas-là, on n'a rien. Je fais plusieurs essais, je change quelques paramètres du logiciel, mais chaque fois, j'obtiens des résultats qui n'ont aucun sens. Je cherche vraiment à fond, je cherche des mots en italien. Je ne comprends pas l'italien, mais je peux quand même repérer des mots italiens, mais genre, il n'y a aucun qui font sens. Si le texte original n'est pas en italien, alors dans quelle langue est-il rédigé? Pour l'instant, les lettres chiffrées de Satoshi restent aussi incompréhensibles que le seraient les tablettes gravées d'une civilisation disparue. Georges sait que les archives des grandes institutions, comme la BNF à Paris, représentent une inestimable mine d'or. Et que les documents codés inédits sont des pépites de plus en plus rares. En principe, casser un code secret, c'est toujours un défi intellectuel et intéressant, mais c'est encore plus intéressant quand c'est un code véridique, un code historique qui a vraiment été utilisé par quelqu'un. Pour moi, aussi, une partie très motivante, c'est que non seulement le défi intellectuel de casser les codes, mais aussi de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais cette fois, Georges manque de temps. À contre-cœur, il décide de renoncer. Dès le lendemain de son arrivée en Angleterre, la reine d'Écosse est conduite au château de Carlisle, une place forte située non loin de la frontière écossaise. Mary Stuart sait bien qu'en sollicitant l'aide de sa cousine, elle a fait un choix très risqué. Élisabeth ne cesse de retarder l'entrevue qu'elle réclame. Et pour cause.
Depuis des années, de vives tensions dynastiques, politiques et religieuses opposent les deux royaumes et alimentent une rivalité entre les deux reines. Élisabeth en Angleterre est protestante, elle est anglaise. Marie en Écosse est écossaise, française et catholique. Il est donc très facile de les opposer. Non seulement Marie Stuart entretient des liens étroits avec la France, pays allié de l'Écosse, mais elle est aussi, par sa lignée dynastique, une prétendante incontestable au trône d'Angleterre, à l'inverse de sa cousine Élisabeth, qui n'est, pour les catholiques, que la fille bâtarde du roi Henri VIII. De nombreux catholiques considèrent Élisabeth comme illégitime. Élisabeth ne devrait pas être reine. Elle ne fait pas partie de la lignée royale anglaise. Alors qui devrait être à sa place? Je vous entends crier. La réponse est Marie, reine d'Écosse. Et c'est là que la rivalité prend tout son sens. C'est une rivalité religieuse, une rivalité dynastique, une rivalité internationale. La reine Élisabeth est une éternelle célibataire qui n'a pas d'héritier. Les conseillers qui l'entourent estiment que la présence de la reine d'Écosse est une sérieuse menace pour le trône d'Angleterre. Le monde est alors centré sur l'image du monarque masculin. Et avec Marie et Élisabeth, nous avons cette anomalie. Ces femmes accèdent au pouvoir à un moment où on ne s'attend pas à avoir des femmes au pouvoir. Il s'agit aussi d'une époque très patriarcale, très misogyne. Et l'une des façons dont cette société peut s'accommoder d'une femme monarque est de dire « Ce n'est pas grave, elle ne va rien faire toute seule. Il y aura tous ces hommes qu'elle pourra écouter et auprès desquels elle pourra prendre conseil. » C'est un paramètre crucial. Les conseillers d'Élisabeth ne sont donc pas très enthousiastes à l'idée d'aider Marie. Ils veulent maintenir le statu quo. Dans une lettre adressée à sa cousine, Marie s'indigne qu'on la tienne ainsi à l'écart. J'ai trouvé un peu dur que si franchement je me suis mise en votre pays, je n'ai obtenu permission de vous aller lamenter ma cause, étant demeurée quasi prisonnière en votre château. Par mesure de sécurité, on la transfère dans le Yorkshire, où elle va rester plusieurs mois en résidence surveillée. Marie a 25 ans. D'un château à l'autre, c'est le début d'une captivité qui va durer 19 ans. Presque la moitié de sa vie. Neuf mois après leur publication, les 26 lettres codées trouvées par Satoshi Tomokiyo n'ont toujours pas été déchiffrées. Georges Lasry décide de s'y atteler à nouveau. Quand j'analyse ce code, je l'analyse avec l'hypothèse que c'est un code homophonique. Un code homophonique, c'est un code où bien il y a plusieurs symboles pour représenter chaque lettre individuelle de l'alphabet. Presque tous les codes de cette époque-là sont des codes homophoniques. Et la deuxième caractéristique des codes de l'époque, c'est le répertoire ou bien la nomenclature. C'est une liste de symboles qui sont dédiés à des éléments de la langue qui ne sont pas des lettres individuelles de l'alphabet. Par exemple, des prépositions, ou bien des mots, ou bien des parties de mots, des suffixes ou des préfixes, et aussi des noms propres, des noms de personnes, de villes, de pays. Georges s'attaque à une première lettre pour tenter une nouvelle approche. En partant du principe que le texte original serait en français plutôt qu'en italien. Je me suis dit, bon, c'est la BNF, pourquoi ne pas essayer le français? Et puis, bon, j'appuie sur le bouton, en quelques secondes, je vois des mots en français. Je dis, oh, c'est super, c'est en français, c'est très bon, je suis très très content. Quelques syllabes et des fragments de mots apparaissent dans les lignes de code, confirmant que le texte est bien rédigé en français. Georges poursuit son analyse sur la première lettre. J'avance, j'essaie de compléter. En général, quand je suis arrivé à ce stade, ça se passe très vite, mais dans ce cas-là, je suis bloqué. Ça m'arrive pas très souvent. Je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? À ce moment, j'ai l'intuition, je me suis dit,
J'ai l'impression que ces textes sont importants. Malgré ces premiers résultats encourageants, une majorité de symboles résiste au décryptage. Georges doit se rendre à l'évidence. Pour décoder ces documents, il va avoir besoin d'une aide extérieure. Avant de demander de l'aide, je dois d'abord mettre mon orgueil de côté, parce que en général, je travaille tout seul et j'aime bien casser ces codes tout seul. Mais je reconnais que, d'abord, le code a l'air d'être assez compliqué parce qu'il y a près de 200 types de symboles différents, distincts. Et deuxièmement, il y a un grand nombre de documents. Et je me dis, peut-être c'est le moment de demander de l'aide. Et la première question, c'est à qui demander cette aide? Oubliant son orgueil de champion, Georges envoie un message à ceux qu'il considère d'ordinaire comme ses concurrents. Il prend contact avec Satoshi et avec un autre codebreaker dont il connaît bien les compétences, un certain Norbert Biermann. Norbert vit et travaille à Berlin, où il est à la fois pianiste et professeur à la faculté des arts. Super. Ensuite, il faut attendre la prochaine tonalité. Oui, c'est clair. Bon, il nous reste un peu de temps. Quand on exerce mon métier, il faut savoir lire et jouer beaucoup de notes, en étant capable de les déchiffrer dès la première lecture. Il faut pouvoir saisir au premier coup d'œil la structure de la musique, l'essentiel de la musique. Alors, la musique et la cryptologie n'ont bien sûr pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, mais il y a tout de même ces petits points de contact. Et l'un d'eux est le langage. Ma spécialité, c'est l'opéra. Et les livrets d'opéra sont parfois très anciens. J'ai souvent affaire à des langues étrangères dans mon travail. Surtout l'italien, mais aussi le français, même dans sa forme ancienne. Un jour de février 2022, je reçois un mail de Georges Lasry. Besoin d'aide pour un code en français. Un mail de Georges qui me demande de l'aide à moi. Bien sûr, je me suis senti très honoré. Excité par le challenge, le pianiste accepte volontiers de participer au projet. Une collaboration à distance se met alors en place entre les trois hommes. À partir de ce moment-là, tout va aller très vite. Pour le trio, l'enjeu est de reconstituer la clé du code, c'est-à-dire la table de correspondance entre les symboles codés d'un côté et de l'autre, les lettres de l'alphabet, les noms de lieux ou de personnages. 26 courriers, ça fait beaucoup de caractères, des dizaines de milliers, peut-être 50 000 caractères. Transcrire tout ça, c'est énormément de travail. La partie la plus embêtante, c'est de numériser tous ces symboles dans un format dont l'ordinateur peut se servir. On a besoin qu'ils soient lisibles pour les algorithmes, parce qu'en fait, c'est pas du texte. En fait. Alors, la meilleure manière de faire la saisie numérique, c'est vraiment avec la souris de l'ordinateur. On marque les symboles sur l'écran. Et ça vaut la peine d'être très très précis. Parce que si on fait des erreurs, on s'en rend compte beaucoup trop tard. Le logiciel nous donne uniquement la signification des lettres de l'alphabet.
Ça permet de déchiffrer une partie du texte, mais pour déchiffrer le reste du texte, on doit interpréter d'autres symboles qui ne sont pas forcément des lettres de l'alphabet. Dans ce cas-là, on se sert beaucoup des fragments qui ont été déchiffrés, de repérer toutes les occurrences d'un certain symbole dans le texte, de voir qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, et d'essayer d'émettre une hypothèse, de la tester. Mais il s'avère que c'est encore plus complexe. Nous sommes loin de pouvoir tout résoudre. Et il reste encore beaucoup de textes à transcrire. En quelques jours, les échanges d'emails fusent. Georges et ses nouveaux complices décryptent quelques-uns des symboles spéciaux qui faisaient le plus obstacle. La présence de caractères spéciaux, en plus de ceux qui correspondent à une simple lettre, augmente la diversité des symboles. Et ça rend le déchiffrement du code plus difficile. Autrement dit, ces caractères spéciaux sont utilisés pour que le décryptage soit plus complexe. Pour comprendre leur rôle, la connaissance d'autres codes utilisés à la même période donne des indices précieux. Il y a des symboles très spécifiques, celui que j'appelle le symbole qui efface, ou le symbole typex si vous préférez. Il annule simplement le symbole qui le précède. C'est-à-dire qu'on voit un signe quelconque, suivi par ce symbole d'effacement. Il ressemble à un point d'exclamation oblique et il gomme le précédent. On peut l'utiliser pour semer la confusion ou tout simplement lorsqu'on a fait une erreur de codage. Ensuite, il y a le symbole qui double celui qui se trouve avant lui. Et puis il y a le symbole nul. Il ne signifie rien, mais il est souvent utilisé comme point, point-virgule ou virgule pour séparer les idées ou les phrases. Le grand défi, c'est surtout qu'il n'y a pas de ponctuation dans ces lettres. C'est-à-dire qu'on doit comprendre selon la logique, le contexte, où mettre le point, où mettre les virgules. Et des fois, un point, un virgule mal placé peut changer totalement le sens d'une phrase. La difficulté à comprendre la langue française, telle qu'on la parle à la Renaissance, augmente encore la complexité du décryptage. Mais la petite équipe savoure le plaisir du défi à relever. Il se passe beaucoup de choses, c'est très très intense, chacun a ses propres compétences et ça permet vraiment d'avoir de diversité de perspectives qui est absolument essentielle. Au début, je me suis dit, Satoshi est au Japon, c'est un peu loin, mais décalage horaire, en fait c'est un avantage. Parce que lui, il se réveille, il a plein d'idées qu'il a reçues de moi et de Norbert. Et puis, moi, quand je me réveille, j'ai les idées que lui, il a proposées. C'est un vrai brainstorming constant et intense et fatigant, mais vraiment très excitant. Le code tourne à l'obsession. Il envahit le quotidien des trois hommes qui partagent leurs intuitions et leurs trouvailles, dialoguant par message jusque tard dans la nuit. D'une lettre à l'autre, le décryptage progresse. De premiers indices commencent à dessiner le profil qui se cache derrière les lettres codées. Alors, je vois par exemple mon fils. Alors c'est quelqu'un qui a un fils. Je vois ensuite le mot liberté et ensuite ma liberté. Alors je me dis, est-ce que quelqu'un qui est libre va parler forcément de sa liberté? Non, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un en captivité. Un indice aussi très important, à la fin de la première lettre on travaillait, je vois le mot occupé avec 2 E à la fin. Ok, c'est un adjectif féminin et c'est une femme.
Alors une femme en captivité qui a un fils qui écrit en français, c'est déjà pas mal. Je partage tout ça avec Norbert et Satoshi. On commence à réfléchir qui peut être cette personne. Soudain, parmi les centaines de symboles, un premier nom propre surgit dans les lignes du texte crypté. Walsingham. Un nom forcément familier à tout amateur de codes secrets. Sir Francis Walsingham était le maître espion de la reine Élisabeth Ier. Presque toutes les personnalités puissantes de l'époque possédaient leur propre réseau d'espions. Et la reine d'Angleterre, à cause du conflit entre les protestants et les catholiques, se devait d'avoir un service de renseignement très développé. Selon moi, Francis Walsingham a été la première personne à avoir fait du renseignement non pas un intérêt privé, mais une véritable profession. La tâche fondamentale de Walsingham était d'assurer la sécurité du pays vis-à-vis des ennemis de la reine, ce qui reste aujourd'hui la mission du MI5 et du renseignement britannique. Walsingham se réjouissait d'utiliser la torture, ce qu'on ne ferait jamais aujourd'hui. C'est un homme qui n'aimait pas être sous les feux de la rampe. Il aimait travailler dans l'ombre, ce qui le rendait encore plus efficace. Il utilisait le chiffre pour crypter ses propres communications. Lui et son équipe étaient très doués pour déchiffrer les messages des autres. Parmi ses agents, Walsingham pouvait compter sur un dénommé John Dee. Scientifique de formation, l'homme était également diplomate et espion. Il y a une anecdote intéressante à propos de John Dee. Lorsqu'il envoyait des messages à la reine, il signait 007, ce qui signifiait « rien que pour vos yeux » ou « seuls mes yeux travaillent pour vous ». Ian Fleming, l'auteur des livres de James Bond, a vu ça. Et il a eu l'idée de donner à son héros le numéro 007. Il est probable que ce soit l'origine du matricule de James Bond. Le MI5 a un insigne dont l'un des éléments est la rose, ce qui fait référence au sceau utilisé par Sir Francis Walsingham. Le cachet qu'il a posé sur ses documents représentait une rose. Protestant convaincu, Walsingham a été ambassadeur d'Angleterre en France. Il a assisté à l'épisode tragique de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants ont été massacrés par les catholiques dans les rues de Paris. On parle d'enfants, de femmes, de personnes âgées, enfin, sont massacrés, les corps jetés dans la Seine, dans une espèce de carnage qui va être absolument traumatisant pour les protestants. Massacre qui va confirmer chez Walsingham une espèce d'intuition qu'il a depuis le départ, que de toute façon, les catholiques ne veulent qu'une chose, c'est l'élimination de la communauté protestante. Et Walsingham va rentrer en Angleterre pour dire à la reine, il faut absolument rompre toute relation avec la France, ils veulent notre mort, ça n'aura de cesse, ces guerres n'auront de cesse que quand nous aurons tous été exterminés. L'horreur de la Saint-Barthélemy va faire de Walsingham l'ennemi juré des catholiques, comme l'apprendra Mary Stuart à ses dépens. Dans la nuit, l'apparition de Walsingham hante les pensées de George. L'informaticien sent qu'il touche au but. Quelle femme, probablement prisonnière et capable de communiquer en français par lettres codées, pouvait avoir affaire au maître espion d'Élisabeth ?
l'hypothèse la plus excitante apparaît à Georges comme une évidence. À 2 heures du matin, il adresse un email fébrile à ses 2 complices. « Je commence à suspecter que ces lettres sont de Mary Stuart. » Dès que j'ai vu le vol de Buckingham, j'étais sûr à 99% que c'était Mary Stuart. J'ai dit, oh, Mary Stuart, c'est incroyable. C'est un choc, une sensation exceptionnelle. Pour moi, ça a pris un peu de temps. Au début, j'ai un peu douté. Je suis du genre à douter. Je veux toujours savoir exactement ce qu'il en est avant de m'enflammer. Mais bien sûr, il y a la possibilité que ce soit Mary Stuart. C'est déjà génial. C'est passionnant. Au début, j'étais sceptique, moi aussi. Mais dès le lendemain, d'autres noms propres sont apparus. Et j'ai été convaincu que ces documents avaient en effet un lien avec Mary Stuart. Quand on cherche à casser un tel code, en général, on dort peu ou on dort mal, parce qu'on veut le résoudre. Mais à partir du moment où on sait que c'est Mary Stuart, c'est une sensation... Je crois que nous n'avons presque plus dormi pendant quelques nuits. C'était vraiment très excitant. Une fois passée l'excitation d'avoir identifié Mary Stuart comme l'auteur de la correspondance, Georges et son équipe sont soudainement saisis par le doute. Il y a une angoisse qui commence à nous attraper. On veut savoir, est-ce que ces lettres sont connues ou pas connues? C'est beaucoup de stress de se poser cette question, savoir si on a fait une découverte unique, on est un nouveau Champollion, un truc comme ça, ou bien on est des idiots, on a trouvé quelque chose qui est connu. Toute lettre codée est en effet destinée à être déchiffrée par son destinataire. Il pourrait donc exister quelque part dans les archives une version du texte en français qui rendrait bien moins excitante la découverte de cette correspondance. Alors, tout de suite, on se met à chercher d'autres lettres qui ont été écrites par Mary Stuart, des recueils sur sa correspondance. Satoshi commence à chercher dans les archives aussi. Le trio tient à vérifier toutes les sources disponibles pour être sûr que les lettres codées sont réellement inédites. Mais la démarche implique un surcroît de travail colossal, car la reine d'Écosse a toujours été une épistolière prolifique. Le premier? Oui, le premier volume. Parfait, merci. On a souvent tendance à oublier que au XVIe siècle, même au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on écrivait énormément puisque c'était le principal moyen de communication à cette époque-ci. On a des lettres signées de Mary Stuart qui sont certes en France, en Angleterre, en Écosse, mais on en trouve aussi aux archives vaticanes, aux archives impériales, aux archives espagnoles, pour tout ce qu'elle envoyait aux autres souverains. La correspondance de Mary Stuart, en termes de volume, se compte sur plusieurs centaines, plusieurs milliers de lettres. Camille de Zanclos est historienne, spécialiste de la cryptographie des XVIe et XVIIe siècles. La cryptographie, c'est littéralement la science des écritures secrètes. Donc c'est tous les moyens qui permettent de dissimuler sous une écriture un message que l'on veut garder secret. On parle souvent dans le langage courant de code ou de cryptage. Alors la cryptographie, c'est aussi vieux que l'écriture, puisque dès lors qu'on a eu besoin d'écrire, on a eu aussi besoin de dissimuler ce que l'on écrivait. L'objectif d'une lettre chiffrée est que l'on ne puisse rien deviner. Ni le nombre de mots, ni la taille des phrases, ni même, dans certains cas, la langue qui est utilisée, c'est-à-dire qu'on essaye d'effacer tout ce qui faciliterait le travail de cryptanalyse. La Bibliothèque nationale de France conserve la référence de la correspondance Mary Stuart, publiée en 1844 par un prince russe passionné d'histoire, Alexandre Labanov. Ce
Ce travail d'édition est vraiment considérable. C'est 7 volumes aujourd'hui de lettres éditées. C'est l'une des premières grandes entreprises éditoriales autour de Marie Stuart. En passant les 7 volumes Labanov au peigne fin, Georges finit par trouver le texte d'une des lettres sur lesquelles l'équipe travaille. Après avoir déchiffré plusieurs lettres, on a découvert avec déception qu'une de ces lettres apparaissait déjà dans la correspondance de Marie. D'un côté, cette découverte nous aide parce que ça nous permet de vérifier la signification de certains symboles qui étaient difficiles à identifier. Mais d'un autre côté, s'il y a une lettre qu'on peut trouver comme ça, peut-être que toutes les lettres, on peut les trouver comme ça. Même si les lettres sont de Marie Stuart, elles n'ont aucune valeur si les historiens les connaissent déjà. La lettre trouvée chez Labanov permet à Norbert de franchir une nouvelle étape dans le décryptage du code. Le pianiste comprend que la signification de certains symboles varie en fonction de subtils ajouts graphiques. C'est une caractéristique particulière de ce cryptogramme. On parle de symbole diacritique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il modifie le symbole principal. On a par exemple un symbole qui ressemble à un petit O, mais qui représente la lettre A. On peut lui ajouter des symboles diacritiques. S'il y a un point derrière ce O, il signifie alors anse. Le suffixe anse. Si le point est placé sous le symbole, il signifie alors, attention c'est un mot long, Monsieur mon beau-frère. Juste parce que le point est placé sous le O, ça devient Monsieur mon beau-frère. Ces 2 symboles diacritiques, Georges les avait déjà repérés. Mais je découvre ensuite, après quelques jours, qu'il y en a d'autres. On peut aussi placer une virgule après le O, et alors ça signifie lettre. Ou encore, on peut ajouter une barre oblique derrière, et ça signifie roi. Donc, ça fait 4 façons différentes de modifier le même symbole. Ce qui veut dire que le même symbole de base peut prendre jusqu'à 5 significations différentes. La diversité des symboles diacritiques témoigne de la complexité du code utilisé. Mais comment la reine d'Écosse a-t-elle acquis des compétences aussi pointues? Les femmes chiffrent tout comme les hommes dès lors qu'elles sont souveraines ou qu'elles disposent d'un pouvoir sociopolitique, pourrait-on dire. Ce sont les souveraines qui, au même titre que leur mari, leur fils, vont avoir accès aux chiffres. C'est le cas de Marie Stuart, mais c'est aussi le cas d'Élisabeth Ier, de Catherine de Médicis. En tant que monarque des débuts de l'ère moderne, Marie a absolument besoin de rédiger des lettres. Elles sont le seul moyen de maintenir la communication au-delà des frontières. À la fin du XVIe siècle, l'Angleterre, l'Écosse, la France et tous les autres pays d'Europe utilisent régulièrement le chiffrement pour rendre secrètes des informations sensibles, au cas où une lettre tomberait entre de mauvaises mains. C'est pourquoi le chiffrement devient si important. La mère de Marie Stuart, la française Marie de Guise, qu'on appelle aussi Marie de Lorraine, participe à cet essor de la cryptographie. Il est vraisemblable qu'à travers son éducation, la reine d'Écosse ait été familiarisée dès son plus jeune âge à cet art du chiffre. Dans une lettre de jeunesse adressée à sa mère, Marie confirme cette hypothèse. Je vous eusse bien écrit en chiffres, mais mon secrétaire m'a dit qu'il n'en était pas besoin, et que lui-même vous écrirait en chiffres. Ces quelques mots témoignent de l'éducation reçue par la petite reine d'Écosse, qui vit ses premières années dans un contexte très tourmenté. Elle ne connaît pas son père. Il est mort alors qu'elle n'avait que 6 jours. Et elle a grandi à une époque où l'Écosse était déchirée par une guerre très sanglante avec l'Angleterre.
Les Écossais subissent une défaite majeure face aux Anglais, la bataille de Pinkie. C'est la plus grande défaite de la guerre. Il y a beaucoup de morts et les Écossais ont vraiment besoin de soutien. Ils ouvrent donc des négociations avec les Français. Marie ira en France et, le moment venu, lorsqu'elle sera adulte, elle épousera le dauphin, l'héritier du trône de France. L'Écosse et la France seront donc réunies en une seule monarchie. Tandis que les Écossais continuent à défendre leur pays, Marie de Guise envoie sa fille en France pour sceller cette alliance avec son pays d'origine. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 5 ans, la jeune Marie Stuart arrive à la cour de France, promise au dauphin François, fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Tout de suite, le charme de la petite reine d'Écosse séduit ses contemporains. On dit beaucoup de Marie Stuart qu'elle était très grande et qu'elle était très belle, très vive, joyeuse, que c'était une enfant gaie. Et effectivement, apparemment, Henri II s'est assez pris de passion pour cette petite fille qu'il considérait véritablement, encore une fois, comme sa fille. Tout le monde salue sa beauté. Mais la jeune Marie est aussi d'une intelligence rare. Elle rédige des discours en latin, compose des poèmes, chante, danse et joue du luth à merveille. La Renaissance en France, en Écosse, en Angleterre est une affaire de spectacle. Une affaire d'étalage et de culture d'une image de magnificence. Lorsque Marie apprend avec élégance à danser, à chanter ou à jouer d'un instrument de musique, c'est pour démontrer l'éducation, le raffinement et l'influence de l'unité dynastique dont elle fait partie. Le 24 avril 1558, Marie Stuart épouse François, dauphin du royaume de France, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les festivités, somptueuses, vont durer plusieurs jours. C'est Marie à l'apothéose de ce vers quoi son éducation française l'a conduite. C'est un moment qu'elle évoque peu après dans une lettre à sa mère où elle dit « J'étais l'une des femmes les plus heureuses du monde ». À la mort d'Henri II, Marie Stuart devient reine de France. Mais son règne sera bref. Son époux François meurt à son tour d'une infection foudroyante alors qu'il n'a pas 17 ans. Marie en a 18. Veuve du roi de France, elle n'est plus que reine douairière. Marie va passer de reine de France à reine douairière, autant dire personne. C'est-à-dire que brusquement, cet avenir qu'elle se voyait tout tracé reine de France s'évapore sous ses yeux. Et évidemment avec une question principale qui est que va-t-elle devenir ? La mort de son mari la laisse alors sans rôle à la cour de France. Dès lors qu'il est évident qu'elle n'aura pas d'enfant, qu'il n'y aura pas d'héritier de François II, elle n'a pas d'avenir politique en France. Il est donc bien préférable qu'elle retourne en Écosse, dans le pays où elle est reine de droit. De ces années en France, Marie va garder tout un réseau de relations politiques qui lui seront précieuses pendant sa captivité. L'une de ces relations n'est autre que le destinataire des lettres codées que Norbert vient tout juste d'identifier. Désigné par la lettre K dans les missives, il s'agit de l'ambassadeur de France en Angleterre, Michel de Castelnau de la Mauvissière, en poste à Londres pendant sa captivité. Marie le connaît depuis l'adolescence et sait qu'elle peut lui accorder toute sa confiance. Ma reine, une lettre de Monsieur La correspondance inédite entre Marie Stuart et l'ambassadeur Castelnau, décodée par Satoshi, George et Norbert, s'étend sur 6 années, de 1578 à 1584. Elle éclaire une période qui va s'avérer décisive pour la reine d'Écosse. Au moment où cette correspondance commence, Marie Stuart a 35 ans et elle est prisonnière d'Élisabeth depuis déjà 10 ans.
Alexander Courtney est historien. Membre de la Royal Historical Society, il est l'auteur d'une biographie du fils de Mary Stuart, James VI d'Écosse. Alexander est le premier à avoir étudié la correspondance cryptée de Mary Stuart, découverte par Satoshi, George et Norbert. À la fin de leur décryptage, il a aidé les 3 codebreakers à interpréter le contenu des lettres grâce à sa connaissance du moyen français, tel qu'on le parlait à la Renaissance. Ce qui était le plus incroyable, c'est que j'étais le premier historien à les lire depuis qu'elles étaient décryptées, par des gens que je ne connais même pas et qui vivent à l'autre bout du monde. Et les recevoir là, sur mon ordi, ça, c'était vraiment fou. La première fois que je les ai vus, il m'a paru évident que ces lettres constituaient une source très riche et très complexe aussi. On voit dans ces lettres que Marie essaye surtout d'exploiter les ouvertures particulières de cette période qui se situe entre 1578 et 1584. Sir Francis Walsingham apparaît fréquemment dans les lettres. Et Marie est presque toujours négative ou méfiante dans ses commentaires à son égard. Ainsi, en janvier 1580, elle écrit « Vous avez besoin de prendre garde à Walsingham, car il est homme subtil et fort dissimulé, pouvant plus faire de mal sous l'ombre d'une feinte amitié que par une déclaration ouverte de ce qu'il couve au cœur. » C'est un homme d'une grande subtilité, un redoutable dissimulateur. Dans ces lettres, Marie commente plusieurs thèmes, importants et récurrents. Elle évoque à plusieurs reprises son fils, les possibilités diplomatiques en Europe qu'elle pourrait exploiter, et puis des choses plus quotidiennes, ses inquiétudes concernant sa santé ou son argent. On perçoit dans ces lettres des changements d'humeur, des changements de ton, parfois des expressions de frustration, de colère, du sarcasme. Ces lettres n'ont rien de monotone. Marie rédige sa correspondance codée depuis le château de Sheffield, où elle habite en alternance, le château proprement dit, et le manoir, situé sur les hauteurs du parc. Résidence plus petite, mais plus confortable. Le château était entouré d'un grand parc à serre qui se développait jusqu'au Manor Lodge, jusqu'au pavillon de chasse là-haut. On appelait ça le Grand Parc. Marie y a passé beaucoup de temps. S'il reste quelques ruines autour du manoir, le château lui-même a totalement disparu. Son ancien emplacement correspond aujourd'hui au centre-ville de Sheffield. Le château de Sheffield était l'un des plus grands châteaux d'Angleterre, mais il n'en reste plus grand-chose. Depuis les années 1920, des fouilles archéologiques ont révélé des vestiges assez importants sur le site. John Morland est archéologue et professeur à l'université de Sheffield. Il a supervisé le chantier de fouilles du château jusqu'en 2020. Une grande partie de la sous-structure est toujours là, intacte, ce qui donne une très bonne idée de ce qu'était l'aménagement du château.
et aussi de sa monumentalité. C'était vraiment un endroit magnifique. Les fouilles ont permis de réaliser une modélisation 3D de l'ensemble du bâtiment qui illustre sa massive structure défensive. Notre modélisation donne une image du château aussi fidèle que possible. Et ça permet de bien se représenter le type de château dans lequel elle était gardée et à quoi il ressemblait pendant son séjour. Ce que nous avons réussi à faire, c'est de ressusciter le château, de lui redonner vie en quelque sorte. Plusieurs objets ont été retrouvés dans les douves du château. Beaucoup d'ossements d'animaux, beaucoup de cuir et d'objets en bois aussi. L'un des collègues de John, Chris Cumberpatch, a su donner toute sa valeur à un simple fragment de céramique, d'apparence anodine. Ce fragment de céramique est un objet merveilleux. Je le trouve merveilleux parce que c'est si modeste, tellement quotidien et banal. Et pourtant, quand on connaît le contexte, il révèle une belle histoire. Le motif décoratif de cette poterie est une feuille d'acanthe. Pour la plupart des gens, une feuille d'acanthe n'est qu'une feuille d'acanthe. Mais au XVIe siècle, les feuilles d'acanthe symbolisaient le catholicisme. Donc, si vous possédez dans votre maison un récipient décoré avec des feuilles d'acanthe, vous ne l'utilisez pas simplement pour boire, mais surtout pour affirmer fièrement votre croyance religieuse. Le monde extérieur devient protestant, mais je suis résolument catholique, et je l'affiche en buvant dans ce récipient. C'est une belle histoire, j'adore les petites choses comme ça. À Sheffield, le train de vie de la reine d'Écosse n'a rien de modeste. Mary Stuart est entourée d'une véritable cour qui compte des femmes de chambre, des valets d'écurie, des cuisiniers, des médecins et des secrétaires, sans oublier les demoiselles d'honneur. La situation de Marie, lorsqu'elle est prisonnière, n'a rien à voir avec une méchante petite cellule comme on en voit dans les drames carcéraux. Elle est assignée à résidence, mais elle est toujours traitée comme une reine. Marie, en captivité, est toujours Marie, reine d'Écosse. Marie, ancienne reine de France, et Marie, potentiellement future reine d'Angleterre et d'Irlande. Quand on évoque Marie en prison, on a l'impression qu'elle est passive, qu'elle ne fait pas grand-chose et qu'elle regarde par la fenêtre avec un mouchoir. Mais ce n'est pas du tout le cas. Cette femme est debout. Elle essaie de diriger un pays, même si c'est à distance. Alors oui, Marie écrit à Élisabeth, mais elle a aussi ses propres partisans en Écosse. L'accent mis sur sa détention occulte le fait qu'elle est également à la tête d'un gouvernement en exil. Jusqu'en 1573, Marie garde en effet suffisamment d'influence en Écosse pour que ses soutiens puissent exercer l'autorité royale en son nom. Sa captivité à Sheffield est assez étrange, parce qu'elle est à la fois sous surveillance et sous contrôle, mais elle est capable, malgré tout, de faire sortir un grand nombre de lettres sans être dérangée. Alors on peut se demander ce qui se passe. Est-elle en captivité ou non ? Je crois que cette ambiguïté vis-à-vis de Marie fait partie du jeu. Comment se comporter avec quelqu'un qui pourrait finir, après tout, par devenir reine d'Angleterre ? Elle peut aussi, dans une certaine mesure, s'adonner aux loisirs qui conviennent à une femme de son rang. Mais dans un périmètre limité, parce qu'on ne veut pas qu'elle circule n'importe où. Les Anglais s'en inquiètent parce qu'elle est si charismatique que si des villageois la voyaient, ils seraient séduits. Marie aime les animaux. On lui fait parvenir des tourterelles, des pintades et de petits chiots.
Elle a même le loisir d'élever des chiens de chasse. Ce sont des passe-temps de prisonnière, écrit-elle avec mélancolie. Si quelques loisirs animent son quotidien, la préoccupation majeure de Marie reste d'assurer sa correspondance clandestine. Les lettres codées qu'elle adresse par l'intermédiaire de Castelnau sont le seul levier dont elle dispose pour espérer mettre un terme à sa captivité. Marie passait par différentes filières pour transmettre ses lettres à l'ambassadeur de France. La voie ordinaire était celle des lettres que le gouvernement anglais autorisait. On savait qu'elles pouvaient être lues. Et puis, il y a les autres lettres qui doivent échapper à toute interception ou contrôle de routine. C'est ce type de lettres qui viennent d'être découvertes. Ce sont des lettres dont le contenu relève d'une correspondance secrète. Si ce canal secret est découvert, Marie perd toute chance de retrouver sa liberté. Mais comment s'y prend-elle? Étroitement surveillée par Walsingham et ses agents, Marie profite des déplacements de ses serviteurs, des rares visiteurs admis à la rencontrer, et peut-être même de la complicité de certains de ses gardiens. Ses interlocuteurs étrangers lui répondent par le biais de ce qu'on appelle aujourd'hui la valise diplomatique. Les lettres arrivent à Castelnau, à Londres, puis sont acheminées en secret à Sheffield. Elle envoie donc des instructions à l'Écosse, mais elle a aussi des partisans à l'étranger. Elle a ses agents à la cour de France, à la cour papale, dans toute l'Europe, et elle correspond avec eux. Dites ceci, ne dites pas cela, et ces hommes écrivent de la propagande en sa faveur. Marie apprécie cet aspect clandestin dont elle est familière depuis l'enfance. Ces lettres sont glissées entre les pages des livres, dans les plis des pièces de lingerie ou dissimulées dans la semelle des chaussures. Les souliers de cuir, dont plusieurs fragments ont été retrouvés sur le chantier archéologique de Sheffield, ont ainsi pu servir de cachette à ces missives codées. Dans une lettre célèbre, Marie détaille avec une incroyable imprudence les techniques qu'elle utilise et les précautions à prendre. Permettez que je vous alerte sur les espions qui pourront être envoyés en votre maison, même sous couleur de la religion catholique. Quant aux lettres en chiffres, vous pouvez me les envoyer dans des mules hautes, qui sont des marchandises communes. Pour savoir s'il y a un courrier dans les mules, marquez-les de petits points sous la semelle, à hauteur du talon. Une lettre à coder en urgence pour mon secrétaire du chiffre. Bien, Marie. Même si la technique du code lui est familière, Marie ne prend pas en charge elle-même le cryptage de sa correspondance clandestine. Elle dispose à Sheffield de 2 secrétaires du chiffre, l'un pour les lettres en anglais, l'autre pour ses courriers français. Ce dernier, un certain Monsieur No, a été recruté pour son service par les Guise, l'influente famille de sa mère. Le rôle du secrétaire du chiffre est fondamental. Il doit transcrire le texte de la missive en appliquant la table du code définie pour chaque destinataire.
La nomenclature est aussi complexe que subtile, et la moindre erreur peut transformer le sens du message. La fortune de Marie est le moteur de sa stratégie d'influence. Elle garantit la correspondance secrète qui lui permet de conserver des alliés à travers toute l'Europe. Mais de quelles ressources dispose la reine captive pour assumer autant de frais? Marie ne tire aucun revenu de l'Écosse. Tout est passé en pertes et profits. Et la couronne anglaise ne compte pas payer, bien sûr. Élisabeth a suffisamment de dépenses royales à sa charge. Mais Marie est toujours la reine douairière de France. Et elle tire donc des revenus de ses propriétés françaises. C'est en partie pour cette raison que les Anglais doivent faciliter sa correspondance. S'ils ne veulent pas payer la facture, ils doivent lui permettre de correspondre avec ses fonctionnaires en France. Où est ma rente? À mesure que son emprisonnement se prolonge, ses revenus diminuent. Il n'est pas toujours facile de les collecter et à plusieurs reprises, la couronne française tente d'en récupérer une partie. Les finances de Marie sont un thème récurrent dans ses lettres. Elle remercie Castelnau de lui avoir avancé de l'argent. Elle se trouve très souvent dans une situation où elle se plaint de ne pas avoir assez d'argent pour payer les salaires de ses serviteurs. Il s'agit de la F89 qui date d'avril 1583. Voilà, ici. Il n'est en ma puissance de faire fond d'un seul denier au bout de l'an. Elle n'est pas en mesure de mettre un seul centime de côté à la fin de l'année. Un seul denier au bout de l'an. Elle est constamment en difficulté, d'après ce qu'elle dit. Les lettres codées montrent que d'une année à l'autre, les finances de Marie s'amenuisent au même rythme que ses conditions de captivité se durcissent. On la prive de sorties pour limiter les risques de courriers clandestins. La reine d'Écosse s'en lamente dans plusieurs lettres déchiffrées par George et son équipe. On m'a enlevé le peu qu'il me restait de ma liberté. Et on veut encore me contraindre à rester dans ma chambre. Alors que depuis plus d'1 an, je ne suis pas sortie de cette maison plus loin qu'un jet de flèche. Le sort s'acharne sur la reine captive. Entre les murs humides de Sheffield, la santé de Marie décline. On refuse qu'elle fasse de l'exercice et on lui impose des médecins en qui elle n'a pas confiance. L'un de ses alchimistes lui prescrit de l'or potable, un breuvage dangereux pour la santé. À partir des années 1580, sa santé commence à se dégrader. Elle se plaint de douleurs à l'estomac et elle est souvent souffrante. Il est certain que Marie a souffert de problèmes de santé, mais on ne peut pas dire qu'elle n'était pas aussi capable d'en jouer et d'en tirer parti. Après tout, l'ambassadeur de France n'est pas présent à Sheffield pour le constater. Il reçoit cette information par le biais de la lettre. Elle aurait pu, bien sûr, être malade, sans en parler et sans l'écrire. Mais elle choisit d'en parler. Elle joue un rôle. Elle lui dit cela, qu'elle a été malade ou non, pour obtenir un effet politique, celui qu'elle désire. Ce qu'on constate à propos de Marie dans ses lettres, c'est qu'elle est très sophistiquée et érudite, et très douée pour la dissimulation. Le but étant d'afficher une chose pour en obtenir peut-être une autre. D'une certaine façon, c'est une reine qui se comporte en actrice. Après des mois passés devant leurs écrans pour venir à bout des 26 lettres chiffrées, les 3 codebreakers sont au bord de l'épuisement.
Moi, par exemple, je commence à avoir des migraines, je vois un peu moins bien, je dois changer de lunettes. De son côté, Norbert souffre du poignet. La douleur handicape sa pratique du piano, alors qu'il doit se produire en concert 2 semaines plus tard. Dans des circonstances normales, j'aurais peut-être dit à un moment donné « Les gars, je dois malheureusement réduire mon temps de travail à partir de maintenant. » Ou « Les gars, je dois vous laisser seul avec le reste du problème. » Mais quand il s'agit de Mary Stuart, on ne peut pas faire ça. Donc c'était des mois très très fatigants. Mais ça en valait la peine. Au début de l'été 2022, Georges et son équipe pensent avoir terminé leur long processus de déchiffrement. Le trio envisage la rédaction d'un article de fond pour partager leurs découvertes. Mais un nouveau message de Satoshi crée la surprise. Au mois d'août, Satoshi nous envoie une lettre. J'ai trouvé une nouvelle collection de documents avec les mêmes symboles graphiques que les autres lettres de Mary Stuart. C'est un vrai coup de tonnerre pour nous. On ne s'attendait pas du tout à ça. Satoshi vient de trouver un second lot de documents chiffrés. 28 nouvelles lettres, rédigées avec le même code, qui double le volume de cette correspondance perdue. Alors au total, on a déchiffré 57 lettres, et dont 8 étaient déjà connues, 7 complètement connues et une était en moitié claire, en moitié code. Le reste des cinquantaines était totalement inédite. Même si elles ne sont que 8, comment expliquer que certaines lettres aient pu être déjà publiées dans une version décodée ? Au XVIe siècle, souvent, il y avait une pratique assez courante de faire des copies des lettres ou de faire des copies des déchiffrements. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les volumes Labanov, on trouve d'une part des lettres éditées qui viennent seulement d'être déchiffrées par Georges Lasry, Norbert Biermann et Satoshi, et dont on n'avait pas connaissance. Et pourtant, elles étaient éditées dans Labanov, tout simplement parce que ces lettres avaient été soit interceptées, soit le déchiffrement avait été effectué sur un feuillet séparé et conservé dans un autre pays, et Labanov l'avait retrouvé et édité. Donc ça explique pourquoi on connaissait ces lettres sans les avoir liées aux lettres originales. Soulagés que leur découverte soit presque totalement inédite, Satoshi, Norbert et Georges s'attaquent aux 28 lettres codées qui composent le deuxième lot. Les mots de Mary Stuart y révèlent la dernière stratégie imaginée par la reine captive pour retrouver sa couronne. Cette stratégie repose sur l'enfant que Marie a été contrainte d'abandonner en fuyant son royaume. Au printemps 1582, son fils James, désormais roi d'Écosse, va devenir le principal espoir de salut d'une mère qu'il ne connaît même pas. Entre 1578 et 1584, période couverte par ces lettres, James est en train de passer du statut d'enfant sous influence de ses tuteurs à celui d'un adolescent qui bombe le torse, personnage politique plus actif. L'une des formules qu'on retrouve le plus dans les lettres, c'est « mon fils ceci »,« mon fils cela ». Elle exprime parfois le sentiment qu'elle ne vit que pour l'avenir de son fils. Mais qu'entend-elle par là ? Elle ne vit que pour son fils à travers ses droits de succession au trône d'Angleterre. Il s'agit d'une mère et d'un fils qui représentent l'intérêt dynastique de la maison Stuart. Ils ont une relation profondément politique. Il n'y a rien de personnel.
James est né du second mariage de Mary Stuart, conclu à son retour en Écosse après 13 années passées en France. Lorsque Marie revient en 1561, la situation est vraiment difficile et assez inédite. Une reine catholique revient à la tête d'un pays qui, juste l'année précédente, a déclaré au Parlement « C'est bon, nous sommes protestants maintenant ». Elle doit vraiment gérer cela avec une extrême prudence. Elle marche sur la corde raide de la religion. La catholique Marie n'est pas la bienvenue. Pour tenter de se faire respecter, elle doit d'abord songer à se remarier. Lorsque Marie revient, elle est une jeune veuve et n'a pas d'héritier. Et une des vérités éternelles de la politique européenne à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne est que s'il n'y a pas d'héritier, le pays sombrera dans la guerre civile. Marie choisit comme époux l'un de ses cousins, Henry Stuart, dit Lord Darnley. Il est de sang royal, mais c'est malheureusement un enfant gâté. Il devient un véritable désastre politique. La seule bonne chose que Darnley ait faite pour Marie est qu'elle soit tombée enceinte rapidement après leur mariage. Élevé par les protestants qui ont chassé sa mère, James est désormais un jeune homme de 16 ans, acquis à leur religion. Malgré tout ce qui la sépare de son fils, Marie lui propose un accord que les historiens appellent l'association. Un projet qui vise à la remettre sur le trône d'Écosse, à égalité avec James. Ce principe d'association semble à première vue assez problématique. Ce roi adolescent va-t-il vraiment venir frapper à la porte en disant « Hé maman, oui, reviens à la maison, bienvenue à la maison. Si tu le souhaites, tu peux venir t'asseoir à côté de moi sur le trône. » Quand on connaît James, ça n'a pas de sens. Mais c'est l'une des méthodes, l'une des opportunités potentielles dont Marie dispose à cette période pour essayer de changer les choses. Comme Mary Stuart, James appartient à la dynastie des Tudors. Élisabeth n'ayant pas d'héritier, il est légitime pour lui succéder sur le trône d'Angleterre. Marie espère certainement que James VI deviendra le roi de toute la Grande-Bretagne et de l'Irlande, qu'il montera sur le trône d'Angleterre et qu'il succédera, si ce n'est à elle-même, à Élisabeth. Si cela se produit, ce qu'elle espère, alors en tant que souveraine, elle aura en quelque sorte gagné. Selon les termes du projet, Marie ne sera libérée que si elle s'engage à ce que l'association n'entraîne pas un retour de l'Écosse au catholicisme, ni à une alliance avec la France. Malgré les efforts de Castelnau, les discussions pour l'association finissent par échouer à l'automne 1583. Pendant tout ce temps, James a en fait négocié avec Élisabeth pour conclure une alliance entre les deux royaumes, sacrifiant le sort de sa mère à ses propres ambitions. La colère de Marie est immense. Si mon fils persiste, j'invoquerai la malédiction de Dieu contre lui. Le déshériterai et le priverai comme fils dénaturé, ingrat, perfide et désobéissant, de toute la grandeur qu'il ne pourra jamais avoir de moi en ce monde. La rupture entre la mère et le fils s'annonce définitive et compromet tout espoir de libération de Marie. Plus ces différentes stratégies échouent, plus Marie doit multiplier les risques. Sa captivité s'éternise et elle sombre lentement dans l'oubli. Elle joue les cartes qui lui ont été distribuées du mieux qu'elle le peut. Mais sa main est en fait assez faible.
Marie n'est pas aux commandes. Elle n'est pas au centre de l'action. Elle réagit aux actions des autres. Les questions religieuses en Europe continentale vont effectivement reléguer cette Mary Stuart prisonnière en Angleterre au rang, on va dire un second rang, des préoccupations des grandes forces catholiques européennes, alors qu'elle avait été quand même à un moment donné relativement centrale. En 1586, Mary Stuart participe à la conspiration de Babington, un complot catholique qui vise à lui offrir le trône d'Angleterre en éliminant Élisabeth. Mais la prisonnière se fait piéger par le maître espion Walsingham, qui l'accuse de haute trahison. Étrangement, le code utilisé par Mary Stuart dans cette conspiration est bien plus simple que celui déchiffré par le trio. Et il lui sera fatal. La reine d'Écosse est confondue, puis jugée par une commission spéciale. Mais la sentence pose à Élisabeth un sérieux dilemme, moral et politique. D'un côté, elle doit protéger son trône face aux conspirations catholiques. Mais de l'autre, exécuter une souveraine légitime constitue une violation des principes monarchiques. Sous l'influence de ses conseillers, la reine d'Angleterre finit par signer l'ordre d'exécution. Étrangement digne et sereine, Mary Stuart affirme qu'elle est persécutée pour sa foi et qu'elle mourra en martyr de la religion catholique. Elle meurt à 44 ans le 8 février 1587, décapitée lors d'une exécution atroce, le bourreau devant s'y prendre à 3 reprises pour lui trancher le cou. La mort de Marie, c'est un choc. C'est un choc parce qu'elle est reine. Dans l'esprit de tout le monde, elle a beau avoir abdiqué, elle reste reine. Sa devise laisse une énigme que personne n'a vraiment réussi à décrypter. En ma fin est mon commencement. Au mois de novembre 2022, après 9 mois de travail, le trio de Codebreakers achève enfin son incroyable projet de décryptage. Grâce à eux, la voix de Mary Stuart s'exprime à nouveau à travers près de 50 000 mots inédits. L'annonce de leur découverte est aussitôt reprise par les médias du monde entier. Now to an incredible discovery involving treason, espionage, code-breaking and Elizabethan intrigue. More than 50 letters written in ciphers sent by Mary, Queen of Scots in the 16th century have been found and deciphered by an international team of cryptographers. J'ai été interviewé par des dizaines de médias, New York Times, la BBC, Washington Post, Le Monde, Der Spiegel, des centaines d'interviews, tout ça en 3-4 jours. C'était la pure folie. Au mois de juin 2023, George et Norbert se retrouvent à Munich pour une convention annuelle sur la cryptographie où ils viennent raconter leur aventure. Bientôt, ils vont pouvoir découvrir les originaux des lettres sur lesquelles ils ont tant travaillé. Messieurs, je vous accompagne au Salon des Lettres, la salle de consultation. Vous allez pouvoir rencontrer Camille Desenclos. Je suis absolument impatient d'aller à la Bibliothèque nationale de France et de voir les documents, les vrais documents en physique, même les toucher, même avec des gants, mais je veux les voir parce qu'on les a tellement imaginés. C'est quelque chose qui m'excite beaucoup et j'attends avec impatience ce moment. So, here's the first one, Bethune's collection, and I think you start deciphering with that one, right? Yes. Remember me the page? 33. So. Oh, it's beautiful. Oh. Yes, Wow. it is.
I trying to find the first one here. I remember the handwriting. Oui, c'est une lettre très importante parce qu'on a trouvé là-bas plusieurs indices qui ont permis d'identifier Mary Stuart. This one is, this is the most impressive one. Yeah, exactly. It took us a lot of time to put that in the computer because you have first to type in the symbols in a way that the computer can read. Sure. This is the longest one, 8,000 symbols. Really? Yes. Yeah. Yes. Very, So, very and this is handwriting of Jacques No, the secretary. Probably, yes. Probably. Yeah, Okay. they never signed. Mm. But it's Copyright. definitely a clerk handwriting. Wow, that's exciting. Okay, the postscript is from her. Yeah. From her, right. Oh, that's fantastic. Wow. Incredible. Hey, Satoshi. Hi. Hi, George. Good to see you. Good to see you. So we are very, very happy that you can join. Really, this is a very moving moment. Let me just change the camera. Yes. We are here today with Camille de Saint-Cloud and Hi, Norbert. Satoshi. And I also want to show you, of course, the document. The first one, the most important one, yes. Yes, I now see it. And Satoshi, you can't believe how small the letters are, the symbols. It's unbelievable. But it's fantastic to see them. It's really something very, very unique. And I wish that you could have been with us right now, but now. Okay, Satoshi, thank you very much for joining. It was a real pleasure. Have a nice day in Paris. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les deux reines rivales, Marie et Élisabeth, ne se sont jamais rencontrées. Ironie de l'histoire, elles reposent aujourd'hui dans des sépultures voisines, à l'abbaye de Westminster. James, le fils de Marie, deviendra roi d'Angleterre en 1603, exaucant ainsi le vœu le plus cher de sa défunte mère. Un Stuart accède enfin au trône de ce royaume si longtemps ennemi. Au-delà de la découverte de documents inédits, l'aventure des trois codebreakers, George, Norbert et Satoshi, interroge le processus complexe qui façonne un personnage historique. Je pense que le travail accompli par les cryptographes pour déchiffrer ce code est très impressionnant. Il avait échappé à tout le monde au fil des ans. C'est fantastique. Mais c'est aussi utile parce que la plupart des travaux historiques se font petit à petit. Lentement, lentement, l'image s'assemble et finit par entrer dans la lumière. On n'atteindra jamais la vraie Marie. Elle est partie, depuis longtemps. Mais c'est le travail de l'historien. Il y a ici environ 50 000 nouveaux mots de Marie, reine d'Écosse. Alors, lorsque de telles sources sont découvertes, ce qui est vraiment très rare, de nombreuses nouvelles possibilités s'ouvrent. Les gens travailleront sur ces lettres pendant de nombreuses années. À l'issue tragique de ces années de prison, se fixeront les traits du mythe qui dissimulera longtemps le véritable visage de Mary Stuart. Grâce aux lettres codées découvertes par Satoshi, Norbert et George, la longue captivité de la reine d'Écosse est enfin décryptée.